Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un phénomène fascinant mais honnêtement parfois un peu épuisant, notre propre esprit. Plus particulièrement, on va parler de la conscience de soi. Vous savez, cette tendance complètement dingue qu'a notre cerveau à s'analyser, s'évaluer et se surveiller en boucle. C'est un peu comme si on abritait un critique gastronomique dans notre tête 24 heures sur 24. C'est à la fois notre plus grande force, mais aussi, de façon assez ironique, la source de beaucoup de nos prises de tête au quotidien. Au programme de cette exploration, on va d'abord définir ce paradoxe de la conscience. Ensuite, on verra ce qui se passe quand l'esprit se met à trop se surveiller. On parlera de cerveau, de mémoire et de fluidité. Puis, on fera un petit focus sur le piège de l'autodiagnostic avant de finir par le meilleur, comment retrouver notre spontanéité. Allez, c'est parti. Première partie, le paradoxe de la conscience. Historiquement, depuis l'époque de Socrate, on a toujours considéré que se remettre en question, c'était vraiment le sommet de la maturité psychologique. C'est ce qui nous rend autonomes, ce qui nous aide à gérer nos émotions. Mais voilà, une question majeure s'impose. A-t-on arrêté de vivre simplement notre vie pour commencer à se regarder la vivre ? L'outil même qui devait nous rendre libres finit par produire l'effet inverse. Il bloque notre spontanéité, rigidifie nos actions et, disons-le, devient une véritable machine à anxiété. On se retrouve littéralement coupé en deux, un moi qui essaie de vivre le moment présent et un autre moi, assis dans les gradins, qui juge le tout. Pour bien visualiser, prenons cette métaphore classique en phénoménologie psychiatrique. Le danseur bouge avec une fluidité totale jusqu'au moment où il croise son reflet et se fige. Tant qu'on est plongé corps et âme dans la musique, l'action est super fluide. Mais dès que le regard intervient, dès qu'on se voit dans le miroir et qu'on commence à s'évaluer, eh bien le mouvement naturel devient tout de suite super artificiel. Et ce point-là, le psychologue William James l'avait identifié il y a très longtemps. Il a très bien séparé le je, donc celui qui vit l'expérience, du moi, celui que devient l'objet qu'on observe. Quand cet équilibre est bon, tout va bien. Mais quand on pousse le curseur trop loin, une petite fracture mentale s'opère. L'esprit n'habite plus vraiment le moment, il passe juste son temps à le surveiller de loin. Ce qui nous amène à la section 2, quand l'esprit se surveille. Alors que se passe-t-il exactement quand ce petit jeu de surveillance va trop loin ? On bascule carrément dans la psychopathologie. Prenons l'anxiété sociale. Ce n'est pas juste avoir peur des gens, c'est être obsédé par sa propre performance. On devient à la fois acteur et spectateur, ce qui surchauffe complètement le cerveau et nous rend super maladroits. C'est pareil pour les ruminations obsessionnelles. Le flux de nos pensées est inspecté à la loupe. C'est comme quand on suranalyse un texto qu'on vient d'envoyer jusqu'à s'en rendre malade. Et ça peut aller encore plus loin. Dans certaines formes de schizophrénie, des choses totalement automatiques, comme le simple fait de penser ou de ressentir son corps, deviennent des objets d'observation. Ça rend le quotidien terriblement étrange et aliénant. Tout ça fait complètement écho au concept du faux self du psychanalyste Donald Winnicott. Quand on commence à agir juste en fonction d'un regard observateur, qu'il vienne des autres ou de notre propre critique intérieure, c'est la catastrophe. On perd le contact avec notre authenticité. L'esprit devient un simple spectateur de son propre théâtre. Section 3, cerveau, mémoire et fluidité. Concrètement, au niveau de notre biologie, ça donne quoi ? Le constat neuroscientifique est bluffant. D'un côté, on a le réseau du mode par défaut, le fameux DMN, c'est notre moteur à introspection. De l'autre, on a l'état d'immersion totale, ce qu'on appelle le flow. Et là, c'est magique. Quand on est dans le flow, l'activité de ce réseau qui nous fait réfléchir sur nous-mêmes chute drastiquement. En clair, plus on agit avec spontanéité, moins le cerveau a le temps de se regarder agir. On le voit tous les jours dans le sport de haut niveau, avec la fameuse paralysie par l'analyse. Les athlètes le savent. Si on se met à trop réfléchir à un geste qu'on a déjà répété des milliers de fois, on va inévitablement le rater. Notre cerveau est fait pour alterner les deux états. Si on analyse tout, on casse nos automatismes. C'est un peu ce qui nous arrive quand on se met soudainement à réfléchir à la façon dont on marche dans la rue, juste parce qu'on sent le regard de quelqu'un. Et l'autre truc complètement fou, c'est que ça ne s'applique pas qu'au présent. Ça modifie aussi notre passé. La science nous montre que se rappeler un souvenir, ce n'est pas ouvrir un vieux dossier bien rangé. C'est ultra dynamique. Si on repense à un événement passé à travers le filtre de nos angoisses actuelles, on le modifie. C'est la reconsolidation. À force de le suranalyser, notre histoire personnelle est littéralement réécrite. Ce qui nous amène à la section 4, le piège de l'autodiagnostic. Alors comment notre société moderne gère-t-elle tout ça ? Sans surprise, notre culture empire pas mal l'hyper-réflexivité. Avec les réseaux sociaux et le développement personnel à toutes les sauces, on est constamment poussé à s'auto-évaluer. Le gros danger, c'est qu'on transforme des émotions passagères en véritables étiquettes identitaires. On ne dit plus qu'on traverse une période d'anxiété, on déclare qu'on est intrinsèquement anxieux. L'outil de diagnostic se transforme en une prison rigide, et ça, c'est un piège redoutable. Allez, passons à la dernière section, et c'est la plus positive, retrouver la spontanéité vécue. Heureusement, il y a des solutions. Et pour ça, un vrai changement de paradigme s'impose. En Occident, on a souvent cette obsession de trouver notre vrai moi, ce petit noyau stable et immuable au fond de nous.
Mais si on regarde du côté de la pensée bouddhiste, on trouve un concept génial, l'anatta, le non-soi. L'idée, c'est de réaliser que notre identité n'est pas un bloc de béton qu'il faut analyser pour toujours. C'est un processus super fluide qui bouge en permanence. Et franchement, c'est libérateur. On lâche l'angoisse de devoir découvrir notre essence pour juste accepter de se transformer en continu. Cette sagesse rejoint d'ailleurs parfaitement ce qu'on fait dans les thérapies modernes aujourd'hui pour retrouver cette immersion. L'étape 1, c'est la pleine conscience. On ne bloque pas les pensées, on les regarde passer sans les juger. L'étape 2, la diffusion. On arrête de s'accrocher à nos étiquettes mentales. Et la dernière étape, la plus importante, l'action. On s'y remet concrètement. Le but, c'est vraiment d'arrêter de vivre coincé dans sa propre tête pour recommencer à exister pour de vrai, avec le mouvement, les erreurs et les vraies interactions. Pour résumer tout ça, ce paradoxe de la conscience montre bien à quel point l'esprit humain est complexe. Le but du jeu n'est sûrement pas de jeter notre esprit critique par la fenêtre, ni de s'analyser jusqu'au burn-out. La vraie santé mentale, c'est plutôt cette gymnastique incroyable qui permet de jongler souplement entre l'observation de soi et le lâcher-prise total. Alors, face au spectacle un peu épuisant de notre propre conscience, une petite réflexion pour terminer. Allons-nous rester figés devant notre propre reflet ou faire un pas de côté pour retourner danser avec les imprévus de la vie? Merci d'avoir suivi ce décryptage, prenez soin de vous et à très vite pour creuser un nouveau sujet.